Les mythes que nous tissons, même s'ils renferment des erreurs, reflètent inévitablement un fragment de la vraie lumière. Tolkien. Quand mythologie et astrologie se rencontrent, cela donne de belles histoires. C'est Astromytho, le podcast qui revient aux sources. Je suis Patricia, la créatrice de Des jours et des lunes, une amoureuse du soleil, de la lune et des étoiles, et avec ma fille Pauline, une passionnée de mythologie, nous allons explorer à travers 16 épisodes les liens entre astrologie et mythologie. C'est Astromytho saison 1 et c'est parti! Vous l'aurez sans doute compris, la Lune est sans doute ma planète préférée de tout le thème astral. Bien évidemment, je vous ai parlé du Soleil, bien évidemment, j'ai parlé des autres planètes, mais j'avoue que j'ai un lien très particulier envers elle, et c'est sans doute pour ça que j'ai baptisé mon site Des jours et des lunes. Donc la Lune en astrologie, qu'est-ce que c'est ? La Lune, c'est ce qui va nous permettre de développer notre capacité à ressentir ou à réagir émotionnellement. La Lune, c'est tout ce qui va concerner notre subjectivité, notre sensibilité et tout ce qui va nous impressionner, c'est-à-dire qui va laisser une impression sur nous. En fait, pour le dire plus largement, la Lune, c'est ce qui correspond le plus à notre âme. Et ce terme, je trouve, est particulièrement bien choisi parce que l'âme, c'est aussi ce que l'on apporte de l'avant. Et la Lune, c'est tout ce qui est relié à notre passé, mais aussi ce passé plus ancien que celui de notre arrivée dans cette incarnation-ci. Quand une lune est mal maîtrisée, quand on vit mal sa lune, on peut développer un certain nombre de manifestations de mal-être. Ça peut aller de la complaisance émotionnelle, c'est-à-dire, pour parler familièrement, la tendance à se regarder le nombril en se lamentant et en se disant que vraiment on n'a pas de chance. Ça peut être aussi la timidité, la paresse. Ça peut être également le fait d'être débordé par son imagination, d'être indécis ou d'être toujours de mauvaise humeur parce que on n'arrive pas à savoir ce qui nous contenterait réellement. Donc, pour bien vivre avec sa lune, il y a 3 questions clés à se poser, qui sont d'abord de rechercher quels sont les types d'expériences les plus essentielles à mon bonheur, de quoi j'ai besoin pour être heureux. Et pour ça, souvent, il est important, il est intéressant de replonger dans les racines de son enfance, de retrouver donc son enfant intérieur. Lorsque j'étais enfant, qu'est-ce qui me faisait du bien ? Et souvent, à partir de là, on arrive à retrouver effectivement le chemin de sa lune. La lune, comme elle est là également pour exprimer des sentiments de mal-être, la deuxième question que l'on peut se poser, c'est lorsque l'humeur et le sentiment d'irrationnel m'envahit, comment est-ce que j'exprime ça ? Est-ce que je suis violent ? Est-ce que je suis exubérant ? Est-ce que je me réfugie dans ma coquille ? Et enfin, la troisième question à se poser pour bien vivre sa lune, c'est quels sont les besoins émotionnels qui motivent mon comportement ? Pourquoi est-ce que j'agis comme ça ? Et une fois de plus, on se rend bien compte que partir à la découverte de son thème astral, c'est partir à la découverte de soi pour apprendre à mieux vivre justement avec soi. La lune, c'est la reine des mystères. Elle symbolise les sentiments et elle est toujours changeante. Comme la lune que nous voyons dans le ciel peut apparaître sous 8 formes différentes qui sont ces 8 phases. Elle symbolise la partie de la conscience qui va réagir, c'est-à-dire réagir dans le sens de réaction, c'est-à-dire qui va rebondir face à la lumière du soleil. D'ailleurs, ça se voit, on ne connaît la lune, on ne voit la lune que grâce au soleil. Donc la lune, elle va être cette capacité, cette sensibilité à l'environnement et cette manière aussi de se fondre dans l'environnement plutôt que de le façonner ou d'y résister, à la différence du soleil justement. La lune, c'est l'humeur de la psyché, c'est la façon dont on ressent les choses, c'est l'irrationnel donc, c'est l'émotionnel, c'est surtout le fait de laisser
sa tête, son mental, pour laisser parler, alors je n'irais même plus son cœur, je dirais que c'est encore plus au fond de soi, c'est-à-dire ses tripes. Elle est beaucoup plus fluide que le soleil puisqu'elle est associée à l'eau. Elle va féconder l'imagination, elle va remplir la conscience d'images, de rêves. Et c'est justement pour ça qu'elle a besoin du soleil, parce qu'en fait, le soleil va être celui qui peut venir faire écran et protéger l'ego. En fait, la lune, on peut très vite se perdre dans sa lune, et donc, si le soleil n'apporte pas le cadre de l'ego, on peut effectivement être submergé par des humeurs changeantes, et ça, c'est complètement la lune. Parce qu'il faut savoir que la réalité pour la lune, elle n'existe pas. La fonction de la lune, elle est de ressentir. Elle n'est pas de prendre des décisions. En fait, si on la laisse toute seule, la lune, eh ben, on se perd dans son monde. Autrement dit, on est dans le rêve. D'ailleurs, la lune, elle préfère vivre dans l'imagination parce que là, tout est possible, contrairement au réel. C'est la lune pourtant qui va donner le bonheur et l'épanouissement, mais de la même manière qu'elle peut apporter aussi le désespoir et l'ennui. Stephen Forrest dit cette phrase très très juste à propos de la lune, à propos de la lune et du soleil, c'est qu'il dit que le soleil peut construire des pyramides et des navettes spatiales, mais c'est la lune qui fait briller nos yeux quand nous les regardons. Et donc, pour être heureux, nous devons animer notre lune. Nous devons la nourrir. Et cette clé de nourriture, elle se trouve dans notre thème astral. Prenons l'exemple d'une lune en Lion. La lune en Lion, elle va avoir besoin d'être applaudie, elle va avoir besoin de s'exprimer et elle va avoir besoin de s'amuser. Mais attention, parce que ça peut aussi se retourner contre vous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une recherche irrationnelle et désespérée d'être applaudi, d'être regardé, et ça, c'est l'excès du lion. Donc, comme toujours, j'allais dire, dans la vie et en astrologie, il s'agit de trouver le juste équilibre et surtout de garder le meilleur d'un signe pour pouvoir le développer et être ainsi le plus en accord avec ce pourquoi on a été destiné. Je vous propose maintenant d'aller regarder les différents états et empires de la Lune, comme le titrait Cyrano de Bergerac dans son ouvrage, en allant discuter avec Pauline de la manière dont la Lune est présente dans la mythologie. Alors après avoir traité du couple Soleil-Lune et plus particulièrement du Soleil dans l'épisode précédent, on va regarder aujourd'hui avec Pauline la Lune et la place de la Lune dans la mythologie romaine. Donc je rappelle qu'en astrologie, la Lune c'est le pendant du Soleil et que comme je l'avais défini dans un précédent épisode, si on peut dire que le Soleil est principe de vie, la Lune est principe de mort, en étant un peu provocante, puisque le soleil donne la vie et la lune, elle, c'est un astre mort qui reflète la lumière du soleil, mais qui n'en diffuse plus par elle-même, et que du coup, on l'analyse dans un thème en étant tout ce qui est de l'ordre du passé, mais du passé en ce sens de l'intériorité, donc de l'émotionnel, de tout ce qui va avoir trait aux racines et de tout ce que j'appellerais ce qui pourrait être attaché à une espèce de mémoire reptilienne, c'est-à-dire des choses, des conditionnements dont on ne sait pas d'où on les tient et qui appartiennent à ce passé lunaire. Alors, dans la mythologie romaine, la Lune, on a vu que c'était très compliqué parce que le Soleil n'était pas du tout une divinité centrale chez les Romains. Et alors la Lune, elle, on a une Luna quelque part ? Eh ben c'est pareil. Que le Soleil. C'est logique finalement. On s'en soucie assez peu. Je pense que c'est d'une certaine manière pire que le Soleil. Parce que le Soleil est vu, entre guillemets, pour lui-même. La Lune, quand on la mentionne, c'est pour des histoires d'amour, entre guillemets, parce que bon... C'est pas de l'amour romantique, quoi. L'amour à la façon des dieux. Plutôt, ouais.
Si on refait une rapide généalogie, la lune, donc c'est l'aîné chez les Grecs, des fois appelée Luna chez les Romains, comme Hélios est appelé Sol, mais j'ai l'impression que les noms grecs ont quand même pas mal perduré, même chez les Romains. Ouais. En tout cas pour Hélios, oui. D'une certaine manière, pour les divinités mineures. Oui. Après, si on regarde, en soi, c'est les noms romains qui sont restés chez nous, vu que Soleil vient de Sol et que Lune vient de Luna. Ouais. Mais comme c'est une divinité qui est peu vénérée aussi, c'est peut-être ça qui joue. Mais du coup, c'est une titanide, comme Hélios est un titan. Fille d'Hyperion, donc le feu solaire, et de Théia, sœur d'Hélios, le soleil, et d'Éos, l'aurore, qui est le personnage oublié de la fratrie, on va pas se mentir. Ouais. En même temps, il pourrait avoir un petit frère crépuscule, et il n'y a pas de crépuscule, on a que l'aurore. C'est vrai. Mais du coup, on est vraiment sur une titanide. Elle, on peut même pas savoir si elle s'est rangée ou pas du côté des dieux, même si il y a plus de chances qu'elle se soit rangée du côté des dieux, parce qu'en fait, on la connaît que pour ses histoires de cœur. On la connaît notamment à travers le mythe d'Endymion, qui était un très très beau berger dont elle est tombée éperdument amoureuse, et pour qui elle a demandé l'immortalité à Zeus. C'est pour ça que je me dis qu'elle est quand même plutôt du côté dieu que du côté titan. Et Zeus l'a accordé, et en fait le pauvre Endymion est plongé dans un sommeil éternel, éternellement figé dans sa beauté juvénile. Une belle au bois dormant, les vassaux masculins. Voilà, c'est ça. Donc c'est une des principales histoires où on voit Sélénée. Sinon, elle aurait eu des relations avec Zeus, ce qui est assez commun, j'ai envie de dire, dans le monde grec, de la mythologie grecque, avec Pan, donc un dieu de la nature. Mais sinon, on n'a quasiment rien sur elle en termes de récits purement mythologiques. Pour en avoir un peu plus sur elle, il faut se pencher vers la poésie. La poésie grecque comme romaine, même si c'est un poil plus prononcé chez les Romains, où on voit apparaître la triade lunaire, qui est quelque chose que dans notre époque on connaît assez bien, parce que c'est devenu une figure de la sorcellerie. Les 3 âges de la femme. C'est ça, de Maiden Mother Crone, qui est donc formée par Sélénée, qui incarne la pleine lune, qui incarne l'âge de la maturité, donc la mère, qui incarne la mère, et qui est associée à ce moment-là avec Artémis, qui, comme son frère Apollon endosse le rôle d'Hélios, elle endosse très régulièrement le rôle de Sélénée. Et dans cette triade-là, Artémis, c'est le croissant de lune. Donc la jeune fille. C'est la jeune fille. C'est il y avait associé à la maternité aussi. Sélénée, elle représente la fécondité, et Artémis représente l'accouchement, dans une notion de maternité. Donc la partie Artémis, c'est la jeunesse de cet ensemble, et la troisième, c'est Hécate, qui incarne la vieillesse, qui incarne la nouvelle lune, qui incarne la part obscure, la grossesse, qui incarne la part obscure, ce qui est assez logique venant d'Hécate, qui est une divinité chthonienne, donc une divinité des enfers, qui est associée à la magie, qui est fille de Nyx la nuit. Donc c'est assez logique qu'elle incarne cette nouvelle lune, cette lune noire en quelque sorte. C'est la lune noire. D'ailleurs, on l'appelle comme ça, la nouvelle lune, on parle aussi de lune noire, puisque c'est le moment où on ne voit rien dans le ciel. On sait que ça commence, mais on ne voit rien. C'est un peu comme la carte de la papesse au tarot, où on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais on ne voit pas quoi. Tout à fait. Donc la lune réintervient avec cette triade-là. Apparemment, elles auraient été vénérées ces 3 déesses, autant en tant que triade qu'en tant que divinité unique. Oui, parce que Hécate, c'est pas celle qui est la déesse des carrefours aussi. Si, elle est aussi la déesse des carrefours. Et c'est une triade qui quand même se retrouve dans certaines épiclèses. Qu'est-ce que c'est, les épiclèses ? C'est les surnoms qu'on donne aux dieux. Par exemple, dans l'épisode précédent, je parlais de Phébus Apollon, donc Apollon le brillant, c'est tout à fait ça. Phébus est une épiclèse qu'on colle à Apollon. On le verra dans les prochains épisodes qu'il y en a beaucoup d'épiclèses. Et en fait, c'est
avec les épiclèses permettent de vénérer une divinité où on met l'accent sur un de ses aspects en particulier. Et, ouais, c'est un peu comme l'épithète homérique. Hein. Oui, tout à fait. Et notamment, chez Sélénée et Kat, on les trouve des fois mentionnés avec des épiclèses qui font référence à une triplicité. Ouais. Qui, du coup, est vue comme une référence à cette triade lunaire. Ouais. Notamment aussi chez les Romains, sur les monnaies. On retrouve cette notion de 3 déesses de la Lune. Qui sont là, du coup, Diane pour Artémis, Luna pour Sélénée et Trivia pour Hécate. Elles sont plus associées visiblement chez les Romains que chez les Grecs en termes de culte, mais elles ont quand même pas un culte prépondérant. Autant par exemple on parlait du soleil la dernière fois qui prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure de l'Antiquité, autant j'ai pas vu un phénomène similaire se dessiner pour la Lune. Ça reste... En fait, d'une certaine manière, on en parlait aussi un petit peu, il faut attendre notre époque et toute cette mythologie autour de la sorcière moderne pour voir être remis en avant cette triade lunaire qui existait, qui était visiblement plutôt vénérée par des femmes, des jeunes filles, des enfants, si tant est qu'on peut dire que les enfants vénéraient quelque chose. Mais elle avait un rapport, de toute façon, avec la maternité, vu qu'on voit qu'elles ont incarné le cycle de la... le cycle de la femme... tout, en fait. Le cycle de la femme, de la jeune fille à la vieille femme, le cycle de la grossesse... de la conception à l'accouchement. Donc, en sachant que les Grecs avaient une déesse de l'accouchement, on l'a mentionné un peu avant, dans un épisode précédent, Iliti, c'est une déesse de l'accouchement qui visiblement n'est pas liée à la Lune, elle. Donc voilà, en fait, je pense qu'on peut faire un peu le même parallèle qu'on a fait pour le Soleil, c'est que pour les Grecs, la Lune était là, mais je vais pas dire qu'elle servait à rien, mais elle était immuable. Donc elle croissait et décroissait, elle avait sa propre course. Je pense qu'ils avaient quand même déjà pris conscience qu'on pouvait noter une certaine influence, notamment sur les marées avec la Lune, mais j'ai pas trouvé de texte qui me le dise spécifiquement. Donc je pense que oui, c'est un élément immuable, on vit avec, il nous influence pas plus que ça. Donc voilà. Donc il n'y avait pas de temple dédié à la Lune, de la même manière qu'il n'y avait pas de temple dédié au Soleil. Il y en avait peut-être, mais je les connais pas. Et ils sont pas... S'il y en avait, ça devait sans doute être des temples un peu mineurs qui n'ont pas laissé une trace impérissable dans l'histoire. Est-ce qu'on peut dire aussi, parce que la Lune, souvent, on l'associe, comme je disais qu'en astrologie, c'est les émotions, c'est tout ce que on ne maîtrise pas toujours. Est-ce que il y avait cette même relation, alors que le Soleil, c'est visible et c'est, c'est indiscutable. La Lune, ça fuit tout le temps, enfin, ça change tout le temps. Est-ce que les Romains... alors peut-être oui, déjà à travers le fait qu'il y avait trois lunes, si on peut dire, 3 états de la Lune. Oui, à part ces 3 déesses-là, j'ai pas eu l'impression que, dans mes lectures, que les Romains cherchaient absolument à expliquer le phénomène de croissance et de décroissance de la Lune, par exemple. Parce qu'en fait, c'était pas des astronomes. Non. Donc les phénomènes de ce type-là, c'était pas ce qui les passionnait. Non, j'ai pas eu l'impression. Il y a d'autres mythologies où on a vraiment une explication. Enfin, ils ont cherché à justifier, entre guillemets, comme par exemple la croissance et décroissance. Par exemple, en Inde, la mythologie inde, enfin, je sais pas si on peut parler de mythologie pour l'hindouisme, mais en tout cas, on associe la lune au dieu Chandra. Et on associe surtout la lune à une coupe de soma. Je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais qui est l'élixir d'immortalité, qui est fait à partir de plantes psychotropes, et où en fait ils disent que si la lune décroît, c'est parce que les dieux se nourrissent de cette coupe, et du coup ils la consomment, et il faut attendre que les fumées des bûchers funéraires la re-remplissent pour qu'elle soit à nouveau consommée. Et ils expliquent comme ça le cycle de croissance et de décroissance de la lune. D'accord. Après, j'ai quand même pas l'impression que ce soit la chose qu'ils aient
qu'on ait plus cherché à expliquer. Et chez les Égyptiens, si on revient avec notre Ptolémée et ses racines égyptiennes quelque part sous sa romanité. Bah, chez les Égyptiens, le dieu de la lune, c'est Khonsu. Donc c'est une divinité masculine. Comme on en a parlé dans le couple unisolaire, c'est quand même assez courant. La Grèce et Rome sont plutôt des exceptions que des règles pour avoir des déesses lunaires. J'ai pas vu beaucoup... Enfin, en tout cas, je connais pas particulièrement un récit mythique autour de Khonsu. Ouais. Mais il avait peut-être un rôle quelconque, mais j'en sais pas beaucoup plus que ça. Donc, je suis pas sûre quand même qu'il ait eu une aura aussi importante que Ré. Ouais. Donc, je pense pas qu'il aurait pu inspirer Ptolémée. Je pense que peut-être qu'effectivement la Lune est plus proche de la conception romaine. Ouais. Pour Ptolémée que de la conception égyptienne. Même si, là aussi, je pense que dans certaines villes, il devait y avoir des récits mythologiques propres à Khonsu, mais j'ai rien vu de particulier qui pourrait se rapprocher de ce qu'il y a, par exemple, pour Ré. Ouais. D'accord. Et pourtant, il me semblait que le croissant de lune, c'était quelque chose qu'on trouvait beaucoup dans l'iconographie égyptienne, hein. Mais c'est moi peut-être qui... Je suis pas spécialiste les bonnets d'Isis, enfin tous les croissants de lune sur les chapeaux des pharaons. Pour moi, je suis pas spécialiste de l'iconographie égyptienne, mais c'est plus des plumes que des croissants de lune généralement, parce que la plume incarne Mat, qui est la justice, qui est l'ordre, et qui est une notion très importante plutôt importante dans le panthéon égyptien. Mais la lune, on la voit à peu près avec Horus, où l'œil d'Horus est un Wadjet, je crois. Je m'avance peut-être sur la prononciation. Mais où l'œil d'Horus est fait à partir d'un rayon de lune. Ouais. Après, par exemple, si on prend Khonsu, c'est un disque lunaire qui porte, c'est pas un croissant de lune particulièrement. Par contre, il semblerait que certaines, en termes d'iconographie, ce soit sa barque qui ait donné la forme, qui ait justifié la forme d'un croissant de lune. D'accord. Après, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, la lune a pu avoir par moments plus d'importance que le soleil, parce qu'une partie des calendriers antiques étaient des calendriers lunaires. Pas tous. Parce que j'avais lu par exemple quelque part que à l'époque d'Auguste, on se définissait par son signe lunaire et non par son signe solaire en astrologie. C'est possible, ce serait même pas si étonnant que ça, parce que les calendriers ont été beaucoup lunaires ou au moins lunisolaires. Ouais. Donc ce serait pas étonnant. D'ailleurs, on a toujours de nos jours des calendriers lunaires qui existent. Oui. Mais bon, un peu supplantés maintenant par le calendrier solaire classique. mais oui, c'est... En vrai, pour la lune astrologique, je pense que c'est plus... On a pioché un peu de partout pour construire une image de la lune. Que comme le soleil, on pourrait... C'est un bel exemple de syncrétisme, du coup, finalement, la lune. Hein. Je pense. Ça. On a ratissé large. Ouais. C'est franchement possible que ce soit ça. Parce que... si on regarde, par exemple, on a, entre guillemets, extrapolé en disant que si le soleil est un concept de vie, la lune peut être un concept de mort. Et Kat, chez les Romains, en tant que divinité chthonienne, donc divinité des enfers, peut avoir un rapport avec la mort. Donc, je pense que ça a ratissé un peu de partout. Et pareil, la lune, chez les Égyptiens, la course du soleil
se poursuit même la nuit. C'est juste elle passe en souterrain. Oui, et je pense que Donc, chez les Romains, il y avait cette idée que le jour était le domaine du soleil, la nuit était le domaine de la lune. Oui, je pense. D'où Hécate et tout ça. Oui, je pense. Très bien. Eh bien, écoute, on va s'arrêter pour aujourd'hui là-dessus, Pauline, et je propose que la prochaine fois, nous parlions de Mercure. Bien sûr. Merci. Astromythos, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un épisode consacré cette fois-ci à Mercure. À très vite!